Ouais, le personnage de Camille, là, je me chie dessus, là. En 30 pages que j'ai fait là, je les ai fait en 3 mois. Là, vraiment, je crois que je l'aime de moins en moins, cette musique. Ah ouais. Ah, j'ai pas fait attention à ce détail, t'es trop fort. Non, là, je pense que je suis fini. Il y a tellement de trucs horribles dans mon histoire que c'est bien de faire des feel good. Je pense que j'étais plus pessimiste à un moment donné. Je me disais que j'allais passer, faire des études normales d'ingénieur, suivre les pas de mes frères et faire un truc à mon niveau, quoi. Je pense aussi que le thème du sujet m'a fatigué. Ah ouais, t'as déjà tout prévu. Je veux dire, t'es peut-être pas le meilleur dessinateur du monde, mais tu fais que ça, c'est... Ouais, ça serait idiot de faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas. Des fois, il y a des dessins qui coulent de source, et là c'est plus compliqué. Toute la famille est partie, il n'y a plus que moi, mes œufs au plat et mon manga. On a profité d'être chez Toan pour enregistrer un épisode bonus. Dans cet épisode bonus, Toan reprend toutes ses planches, de ses premières planches à ses 8 ans jusqu'à ses dernières planches de Run to Even, où il va venir les commenter pour nous expliquer son découpage et comment il a construit toutes ces histoires. Du coup, l'idée c'est de reprendre un peu les questions qui m'ont été posées sur Instagram D'accord. et qu'on les voit ensemble. 2024, Run to Even sort, mais c'est quoi tes premières inspirations? Les livres qui m'ont particulièrement remarqué, ce serait Gun, c'est un des premiers mangas que j'ai lu. Ouais. L'habitant de l'infini. Gun, un des tout premiers mangas que j'ai lu, donc, avec l'édition justement française, la première, où ils ont inversé le sens de lecture. Donc t'es en lecture française, européenne? C'est ça. Ça m'avait bien marqué au début, t'avais cette jeune fille amnésique, cyborg, dans un monde futuriste. Et en fait, moi je me souviens que ça m'avait bien marqué parce que ça avait l'air bien sympa. Enfin, l'héroïne était bien sympa, les personnages étaient bien sympas et pourtant, t'as dès les premières pages, t'as un psychopathe tueur en série qui découpe des jeunes filles, carrément, elle lui a explosé le cerveau. Et du coup, dans Run to Even, si on retrouve une héroïne en tant que personnage principal, tu penses qu'il y a une part d'influence de Gun? Je pense que j'ai trouvé ce personnage. Je me suis pas posé la question, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'avoir un personnage qui court, mais que ce soit une fille ou un mec, c'était pas vraiment. Ça me paraissait évident. Ok. Ouais, ça c'est vraiment un manga que j'apprécie énormément par sa poésie. Et en même temps, t'as quelque chose d'assez sombre et t'as de l'humour aussi, qui est un peu, parfois un peu trash. Même des fois dans des trucs qui ont l'air un peu dégueulasses. Genre le premier ennemi de Gum, c'est celui qui mange des cerveaux. Ouais. Et ça lui donne de l'endorphine. C'est... T'avais quel âge quand t'as lu Gun? J'étais en primaire. Ah ouais. Et j'avais un pote, justement, qui partageait la même passion que moi. On était en primaire, on était un peu les seuls qui avaient lu Gun, Akira. Ok. Et on avait une passion aussi pour le professeur Nova, Ok. qui adorait triturer le cerveau des autres. Et en même temps, il était dégueulasse, mais en même temps, il avait un côté assez humoristique, il était drôle. C'était un méchant, c'est pas vraiment un méchant en fait. C'est un peu comme le Joker dans Batman Ok, je dans vois. 1992. C'est le pire méchant de l'univers, et pourtant, malgré ça, il est quand même drôle. Ouais. Et je me souviens qu'à cette époque, avec Destinova, il avait une particularité, c'est qu'il adorait le flan. Tu vois, il faisait des expériences de malade, genre il échangeait des cerveaux et des trucs comme ça. Mais il y avait des scènes où justement il dégustait son flan et c'était trop drôle parce que la manière dont il le dessinait, c'était vraiment... c'était comme si c'était... le flan, ça donnait vraiment envie, alors que tout à l'heure il faisait juste des expériences inhumaines. Ouais, il y avait un Et- paradoxe entre l'expérience humaine et le classique qui mange un flan comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Du Ouais. coup, ouais, il m'avait bien marqué. Et en plus, c'est à cause de ça que je mangeais énormément. Enfin, j'adorais le flambi. Ah ouais? C'est vrai? Le flan, C'est ouais, hyper c'était drôle. vraiment. Ouais, ça m'a donné envie de manger en plus. Cette année à Angoulême, il y a l'auteur de L'Habitant de l'Infini qui sera là. C'est exact. C'est aussi un livre que tu as beaucoup aimé. Ouais, L'habitant de l'infini aussi m'avait beaucoup marqué. Parce que le dessin, il est extra. Donc, Hiroaki Samura, il avait fait ce manga quand il était étudiant. Ouais. Donc, je pense qu'il devait avoir la vingtaine. Et déjà, il faisait des dessins sublimes. On dirait qu'il les a fait au crayon.
Enfin, il a fait de l'ancrage, et des fois, il change de traitement comme ça, où c'est vraiment des peintures faites au crayon, ou je ne sais pas, à l'aquarelle un petit peu. Et toi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu testes beaucoup de styles de dessin dans tes planches. Oui, ça m'arrive souvent. En fait, je pense que c'est le type de manga qui me fait dire que t'es pas obligé de rester tout le temps sur un seul type de traitement d'ancrage. Tu peux, des fois, quand je pense que c'est justifié et quand il y a de l'émotion le justifie, tu peux changer un peu de style. Où là, il y a un côté très ancrage un peu plutôt classique et tout d'un coup, on va dans des tons beaucoup plus doux. Je crois que c'était un stage de BD, j'avais découvert ça et franchement, au niveau anatomie, dessin, c'est un des gars que j'admire le plus. Et même dans le découpage, c'est trop fort ce qu'il fait. C'est vraiment un des mangas, en tout cas un des mangaka que j'admire le plus. Et surtout au niveau des palettes d'armes, de décors, puis il y a les points de vue aussi, c'est vraiment... je trouve que tu lis un tome de l'Habitant de l'Infini, t'apprends déjà beaucoup sur le découpage. Ça, on a vu un peu les œuvres qui ont pu t'inspirer, qui peuvent t'inspirer même aujourd'hui. Certaines d'entre elles t'ont fait commencer la BD. Et justement, toi, c'est quoi tes premiers pas dans la BD? Tes premières BD, elles ressemblaient à quoi? Elles ressemblaient à ça. Donc moi, des BD, j'en ai fait presque tous les ans depuis l'école primaire. Celui-là, je l'ai commencé quand je devais avoir 8-9 ans. Donc c'est une histoire intitulée Apocalypse sur Terre. Et apparemment, c'est vraiment l'apocalypse sur Terre. Ça commence l'intro avec George Bush qui est devenu immortel et qui est en fait presque le personnage principal de l'introduction. Je ne sais plus pourquoi. Et je sais pas pourquoi, mais les États-Unis ont envahi le Portugal. Ok. Et je me suis dit, mais... Et en fait, ils sont tous allés au Portugal, et du coup, les Français ont pris la place des États-Unis. Et c'est vraiment n'importe quoi. Et t'as fait combien de pages? J'en ai fait, pléthore. C'est des recto verso là? C'est recto verso. Donc je dirais au moins plus d'une centaine de pages. Ouais, même plus. Et c'est vraiment... je pense que c'était très inspiré des actualités et en même temps des films d'action parce que vers la fin, il y a des scènes un peu à la Matrix, un peu... karaté, arts martiaux, ça c'est sûr. Quand tu vois tout ça, j'imagine ça doit être des films. À mon avis, j'ai dû voir certains films d'arts martiaux ou d'infiltration comme V-Rock ou Commando. Et qu'est-ce que tu penses du Toan de 9 ans qui fait de la BD? Eh bien... T'es fier de lui? Je ne me douterais pas qu'il devienne auteur. Fier, je sais pas. Non, en vrai, j'étais très très fier de cette histoire, donc je pense que je suis toujours fier. Bah ouais. Ça t'avait mis combien de temps à faire ça? J'imagine après les cours, j'en ai aucune idée parce que je devais y travailler. Après les devoirs. Et en plus, je faisais, mais pas exactement en continu régulièrement. Donc c'est très difficile à mesurer. Mais effectivement, c'est très Matrix parce qu'on voit le bullet time. Il y a un bullet time où on voit justement les balles ralentir. Et quand je parlais de Matrix, c'est exactement cette case-là. Incroyable. Et en plus, j'ai écrit. Et c'est à partir de là que tu as commencé à faire quasiment de la BD tous les ans? Oui, presque tout le temps. C'est un peu comme une maladie. Même en cours aussi. Ah ouais? Tu dessines beaucoup en cours? Ouais. J'ai l'impression que c'est une sorte de passage obligé dans les marges. Ouais. Après, quand tu arrives au lycée, donc tu as continué la BD et tu m'as montré une BD de quand tu étais au lycée qui est déjà d'un meilleur niveau, qui est déjà plus structurée, avec des dessins un peu plus clairs. C'est exact. Au lycée, j'étais un peu devenu fou, j'avais pris un grand format, parce qu'avant je dessinais sur du A4. Et là, c'est vraiment... Parce qu'au lycée, tu avais conscience déjà que tu voulais faire de la BD comme métier? Non, je pensais pas vraiment qu'à avoir le niveau, du coup, je faisais ça pour mon plaisir en fait. Ouais. Donc j'avais fait un tome, non j'en avais fait 2, là c'est juste le tome 1. Okay.
en A3 complet, au crayon. C'est ça. C'est fou. J'étais vraiment... Ouais, c'était un peu fou, c'était entre les cours. Et quand tu regardes tout ça, t'en penses quoi? J'en pense que j'étais peut-être... que mon histoire était vraiment tarée. J'en pense que j'avais vraiment pas de limite à une époque. Ah ouais? Je pense que je mettais toutes les idées que j'avais au monde et que je les mettais vraiment tous dans la BD en fait. Tu filtrais pas? Et surtout, j'avais pas peur d'écrire. Ouais. J'écrivais énormément. En plus à la main. Ouais, j'avais pas trop conscience de l'ancrage ni du lettrage. Ça blablate beaucoup et j'avais pas peur de mettre beaucoup de cases. Je pense que j'étais un peu dans un entre-deux entre le manga et la BD. Pour moi, le manga et la BD, comme je les mettais au même niveau, ça me dérangeait pas d'avoir qu'il y avait des planches qui soient plus aérées et des planches qui soient plus un peu plus verbeux. Par exemple celle-là, waouh, il y a du texte. Ouais, il faut la lire. Et en même temps, il y avait quelques designs. Ça se passe dans un futur encore lointain. Mine de rien, ça entraîne énormément parce que là, effectivement, il y a du verbe, mais c'est après, ça commence à bouger. Il y a de l'action, il y a des points de vue. Et des BD comme celle-ci, t'en as beaucoup? Oui, énormément. Bah, il y a tous les rayons derrière, tous ceux devant. C'est des dizaines de milliers de pages. Ouais. Ben, facilement. Facilement, c'est des mines de planches de découpage, quoi. Et tu conserves tout? Oui. C'est quelque chose que t'as appris tout seul, à force de dessiner? Le découpage, ouais, je pense que c'est un truc. C'est quelque chose. C'est presque comme une maladie. Tiens, il y a même des doubles pages. Voilà, il saute des immeubles et s'il se prenait pour Yamakasi, le mec il tombe d'un immeuble de 200 mètres et il casse une verrière. Ouais, c'était vraiment fou. C'était vraiment n'importe quoi. Incroyable. Il ressemble à Zoro celui-là quand même. Ouais, c'est parce qu'il a un sabre. En fait, il a deux sabres. Ah, il a un sabre, les cheveux un peu en pique. Et quand t'as dessiné, t'avais jamais pris de cours de dessin? Des cours de dessin, j'ai eu quelques... Je suis allé à quelques stages de BD, de bande dessinée, où c'était chouette. C'était des stages courts, c'était une semaine, et pendant les vacances. Et c'était dans un atelier médiathèque. On te parlait un peu de scénario, de découpage. Et en fait, le but de l'atelier, c'est de faire une planche à la fin de la semaine. Ok. Et après, tu m'as aussi montré, à la Japan Expo d'ailleurs, une BD que tu avais pu faire et que tu mettais en vente, qui n'est pas terminée, qui offre encore des possibilités d'exploration. Ubermensch, c'est une BD que tu as fait quand ça? Ubermensch, je l'ai fait en 2017. Ok. J'ai changé, enfin, j'ai évolué dans la manière de travailler. J'ai travaillé sur des planches A3 comme ça. Ouais. Bon, là, il y a des chara-design. Ubermensch, c'est un peu spécial parce que ça raconte l'histoire d'un héros qui va traverser pendant 100 ans, il va rencontrer différents personnages. Donc j'avais fait tout un caractère design avec 100 personnages différents qui est inclus dans ce carnet. C'est pour ça qu'il y a des petits numéros là-dedans en fait. Genre 13, 14 et ça va jusqu'à... c'est censé être des criminels, différents criminels, un peu comme des Pokémon. Et du coup il y a toute une collection. Et tu notais leurs petites caractéristiques, leur background, etc. C'est ça. Enfin, pas leurs caractéristiques, parce que ça serait... Ah si, un petit peu. Oui, j'avais oublié. Et j'essayais à chaque fois de varier les formes, que ce soit un peu différent à chaque fois, qu'on se dise pas que ce soit le même personnage. C'est un bon exercice ça, de dessiner 100 personnes différentes? Ouais, c'est cool. Et du coup, à la fin, il y a des petites recherches de design. Ah oui, il y avait des recherches de décors aussi. Et en fait, je travaillais tout en même temps. J'avais caractère design, décor, et à la fin... Incroyable. Des planches en version... Je fais juste que ça tourne toujours. Version A3. Et cette BD là, tu l'as imprimée plus tard? Oui. Tu l'as même imprimée sous un format qui est assez conséquent. Ouais, je l'ai imprimé pour mes études, c'était mon diplôme de fin d'études. Tes études, tu les as fait en design graphique? Une école de graphisme. Et du coup, bah, je leur ai dit que j'allais faire une BD. Donc ça, c'est ton projet de fin d'études? C'est ça. Et qui était très bien accueilli. Les jurys, ils étaient très contents.
À part un. Il en faut toujours un pour aller. Ça coûte cher de faire imprimer une BD comme ça? J'ai imprimé près de Jussieu. Je me souviens plus du nom de l'imprimerie, mais ça m'a coûté... En plus, c'est du A3, noir et blanc. Même si c'est du noir et blanc, c'est quand même du papier qui est quand même un peu plus de qualité. Avec une couverture solide. Ouais, couverture solide, du coup, ça m'a coûté 100 € pour 130 pages à 3. C'est une pièce de collection. C'est ça. Ça sera dans le musée Tohan plus tard? Bon, je sais pas trop. Je trouve que mon style, il a bien évolué depuis. Mais t'en es fier de cette BD? Ah ouais, totalement. Quand je l'ai sorti, j'étais vachement fier. Est-ce que là tu t'es dit que t'avais passé une étape? Ouais, je m'étais dit que c'était bon. Et j'ai envoyé ça à des maisons d'édition. Et personne n'a accepté. Et j'ai fait, bon, bah super. C'était la première BD que t'as envoyée à des maisons d'édition? C'est ça, ouais. Non, j'étais tellement confiant là-dessus que je pensais que ça allait, ils allaient accepter. Mais en fait, non, pas du tout. En Incroyable. même temps, l'histoire était un peu perchée. Mais il y avait des trucs... tout ça, j'avais fait vraiment à la main. Et sans règle. T'as fait ça sans règle? Ouais, j'ai l'image originale ici. Tu utilises Wow. peu la règle dans ta manière de travailler. Non, carrément pas. C'est vrai que même tes bordures de cases, elles sont sans Ouais. règle. On voit tous les traits. Je pense que c'est une BD qui m'a appris la patience. Et aussi à concrétiser vraiment une BD 100% ancrée. Est-ce que c'est à partir de là où tu faisais des vraies sessions de dessin, dans le sens où, comme aujourd'hui, en tant que mangaka, tu dessines toute la journée? Pour cette BD-là aussi, c'était le cas? Celle-là, ouais, j'ai été vraiment à fond. D'ailleurs, à l'école, ils nous laissaient en général 3 mois pour préparer notre diplôme de fin d'études. Et du coup, les 130 pages que j'ai fait là, je les ai fait en 3 mois. Ah ouais? Et j'ai vraiment dessiné non-stop. Et après, il fallait s'occuper du stand, fallait l'imprimer, et fallait le finir avant parce que t'avais le temps d'impression. Ouais. Ouais, ça forme bien en tout cas. Et en plus, j'étais content parce que c'était une BD, j'avais vraiment mis l'histoire que je voulais. Du coup, il y avait des trucs, assez horribles là-dedans. Enfin, je me suis tout permis. Même dans la manière de raconter. Et puis les personnages, je faisais des transformations de personnages C'est fou. dans ce style-là. Ah ouais. Et il me semble que d'ailleurs, t'as dessiné l'église encéphalique. Non, ça va. Ah, c'est possible. Bah, c'est dans Übermensch. Ah, Mais c'est dans celui-là, il y est pas. Ok. Il y a la cathédrale encéphalique. Oui, j'avais fait Ouais, un la schéma. Et je me demande même si... Bah, on a une vue du sommet de la cathédrale encéphalique. Ça, c'était une de tes grosses BD. Ouais, une de mes plus grosses. Une de mes plus grosses fiertés et un de mes plus gros échecs, puisque j'ai jamais réussi à le faire éditer. Sauf qu'aujourd'hui, t'es édité. Oui, Sur quoi? sur Run to Heaven. Et Run to Heaven, ça commence par... c'est quoi les premières recherches sur Run to Heaven? Bah, en fouillant dans mes carnets, bah, je l'avais complètement oublié, mais j'ai retrouvé ça. Alors, il y a beaucoup de parties dans le carnet qui n'ont rien à voir. Oh, T'es sûr que c'est ce carnet-là? Si, c'est celui-là, mais j'ai complètement oublié ça. Mais en tout cas, j'avais fait... punaise. J'avais fait des dessins. Voilà, je crois que ça commençait à partir de là. J'avais envie de faire un truc avec des uniformes au départ, des uniformes militaires. Et j'avais fait des petits croquis rapides d'une coureuse. Il est marrant son bras. Ouais, elle est vachement... il est vachement... Il est presque déboîté. Il avait un ballon de volley, je ne sais pas... Ah non, c'est une boule... De bowling? Non, je crois que c'était pour l'athlétisme. Mais c'était énorme. Ok. C'est un lancer de poids. Un medicine ball. C'est ça. Et donc j'avais ces idées-là. Au départ, je voulais vraiment faire une BD au feutre. Et ça partait de là. J'étais très inspiré. Donc il y avait un autre personnage, un comédien qui m'avait marqué, c'était Lance Henriksen, qui a tourné dans Alien 2 et dans d'autres films. Et en fait, un film de vampire. Et je trouvais que son visage il était très marquant, du coup j'avais envie de le mettre en avant. En fait, c'est Lance dans Run to Heaven. Et j'ai vraiment pris la tête de l'acteur. Et j'ai même repris son vrai nom. Enfin, Lance. Et donc ça, c'était vraiment les prémices. D'ailleurs, ça c'était Camille et c'était censé être la sœur de Fée. Alors que là, fait finique. Oui, là, elle avait même un petit frère. Je crois qu'au début, j'avais imaginé
comme si elle avait deux frères, un frère et une sœur. Et au final, non, ça a changé. Et là, c'était en mode... Mon père, il avait un côté un peu fou. Je voulais qu'il avait un côté... lui donner un côté un peu fou avec ses cheveux en bataille. Et par contre, il avait pas encore ce problème aux jambes. Ouais, non, pas encore. J'y ai pas pensé encore. Et je trouve qu'il faisait beaucoup plus carré. Il est toujours assez allongé, mais il faisait quand même très carré. C'est quelque chose d'utile, le character sheet? Eh ben, oui, si tu veux stabiliser tes personnages, c'est toujours bien d'avoir un personnage fini. Et donc à la fin, il ressemblait à ceci, avec la jambe boiteuse. Je vais même rajouter une béquille. Il n'y avait pas encore les canettes. Non, pas encore. Il ressemblait à quoi les autres personnages sur ton character sheet? Sam. Ouais. Ah bah, il y a même Lance. Ouais. Il a bien changé. Bah, la mère. Ray. Peut-être qu'on peut flouter certaines parties. Et Le personnage principal. c'est ça. Donc j'avais construit sa chevelure de manière à ce qu'elle soit toujours flottante au vent, au gré et au vent. C'est aussi dans ce carnet que tu as transformé ce character sheet en storyboard? Ouais, c'est vrai. J'avais fait à la base, quand j'ai écrit le scénario, j'avais fait des sortes de storyboard pour mettre de l'ambiance et montrer un peu ce qui se passe, les ambiances de lumière, comme si c'était un film au cinéma. C'est comme ça que tu procédais aussi quand tu étais storyboard artiste? Ouais, c'est ça. Je faisais du storyboard pour la pub. Et en général, il faut que ça soit suffisamment bien chiadé Pour vendre. pour pouvoir vendre et que le client puisse se projeter dans le film que le réalisateur va produire. Et c'est une étape que tu aimes bien? Enfin, pour les autres, pas forcément. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un côté assez ludique d'imaginer son histoire en film. Ce qui serait vraiment une super idée selon moi. Faut adapter Run to Heaven en film? Oui, C'est important. je pense qu'il y a matière. Et ça, c'est un premier jet de storyboard, mais si je me trompe pas, tu as aussi un storyboard qui est beaucoup plus complet. Oui, il y a mon vrai storyboard, donc, que j'ai joliment décoré. Avec des stickers. Et que je travaille en A4 double page, la page de droite, la page de gauche, justement pour bien distinguer. Ouais, c'est ça. Ouais, tu mettais de la couleur quand même dans ton storyboard. Alors pour les premières pages, oui, parce que les premières pages du manga sont en couleur, et c'est aussi pour créer des ambiances. Et après, on passe au découpage direct. Et par exemple, si on fait un parallèle entre cette page-ci, qui est en couleur, et ton storyboard, est-ce qu'on pourrait faire une petite comparaison? Ouais. T'es quand même resté sur quelque chose de très similaire. Oui, moi des fois j'ai changé des compos. Moi j'aimais beaucoup cette planche parce que en fait on partait de là et en fait j'ai fait ça en fonction des lignes intuitives de force. Ouais. C'est ce que ton œil va percevoir intuitivement et c'est la direction dans laquelle il va aller instinctivement. Et par exemple, l'œil, il serait guidé comment sur cette illustration-là, sur cette première page? Déjà, moi, comme je pense, t'as le bout de l'île là. On est dans les lectures droite-gauche. T'as cette composition qui fait une sorte de flèche. Et en même temps, dans la case d'en dessous, elle est un peu connectée au pied en bas, qui va le rediriger. Dans la case du milieu, t'as des cadres. Voilà, c'est des cadres dans des cadres. Il y a les jambes au premier plan qui encadrent justement les personnages en arrière-plan. Du coup, des fois, ça met le focus et ça met aussi le focus sur la bulle. Dans l'autre planche, je l'ai un peu changé. Donc, on descend en bas, tu as le focus sur la fille. Et en même temps, tu as les poissons en dessous qui accompagnent, qui reviennent en haut. Et tu as les lignes de direction, les lignes du circuit là, qui font remonter vers le haut. Ici, normalement, il devrait y avoir une bulle. Et puis après, on redescend. L'œil se balade par ici. Puis, il est dirigé par la ligne Des cassettes. Pour redescendre vers le personnage. Et le personnage, je l'ai un peu ouvert comme ça. On se dirige vers là et on a le zoom vers ses yeux. Ouais. Et voilà, ça nous invite. Et après, on est invité à tourner la page. C'est bien fait. Ouais, il y a une science. C'est une science. Bon, c'est un peu. Ça fait un peu
théorie. Ouais, c'est très théorisé. Tu penses pas tout. De toute façon, ce que tu m'expliquais, Pas c'est que tu penses pas tout le comme temps. ça. Pas tout le temps, mais au début, j'ai vraiment fait cet effort-là. Et puis au fur et à mesure, des fois il y a des choses qui se font instinctivement. Et il y a des choses qui. Des fois il y a des gens qui me disent ah j'aime bien comment tu as composé ça. Et je regarde ça et je me dis ah oui c'est vrai que j'ai fait mais sans trop y penser. C'était spontané. Ouais, et j'aime bien regarder des planches pour théoriser un peu ce que j'ai fait. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir, de comprendre qu'est-ce qu'on a fait en fait. C'est quoi la suite de storyboard un peu? Il y a eu des modifications qui ont été faites entre ce que tu as pu dessiner et ce qui est aujourd'hui sur le papier? Oui. Enfin au début, pas trop. Ok. Et vers la fin, quand je sens que j'ai un peu évolué, vers la fin, quand je sens que j'ai un peu évolué, il m'arrive beaucoup de redessiner, de réfléchir au storyboard. Ah, par exemple celui-là. Celui-là, je l'avais dessiné. J'avais fait des cases en plus ici, pour mettre des décors, des ambiances et tout. Et au final, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, allons au plus simple. Je me disais qu'une planche, ça devait représenter une idée. Une planche, une idée. Et là, l'idée, c'était juste de montrer un décor et de montrer les deux personnages centraux qui sont implantés dans ce décor. Et ce que je trouve assez marrant sur cette planche, c'est qu'il y a un genre de paradoxe entre le père et sa fille qui sont dans un sentiment de liberté totale, alors que Jutsosu, ils sont entourés de tanks et d'éléments. Ouais. C'est, en fait, je pense que c'est en une image. Et je crois qu'il y a des réalisateurs ou des scénaristes qui disaient ça, c'est que c'est bien d'avoir au début de ton histoire un truc qui résume toute ton histoire en fait. Ouais. Vraiment un truc, je pense, c'est peut-être un peu ça qui fait qu'on iconise des fois certaines scènes. C'est qu'il y a une scène où tu vois la scène et rien qu'en voyant la scène, tu comprends, tout l'enjeu, tout le mood du film. Tu vois toute l'ambiance quoi. C'est comme quand on te dit vas-y résume ton histoire en une phrase. Bah, là c'est l'histoire Run to Heaven en une planche. Tu vois les tanks, tu vois le sentiment de liberté et en même temps tu vois les tanks. Et là tu dis ok bah c'est ça Run to Heaven. Et d'un côté quand tu parlais de composition tout à l'heure qui faisait un peu des flèches, moi là à le voir à l'envers le dessin, je trouve que ça fait aussi une flèche qui part des deux coins supérieurs de la page et qui viennent au centre. Ah tu veux dire les flèches où est-ce que en tu vois les fait flèches? je trouve que tout se rejoint comme ça. Oui, t'as les barres, Ouais. c'est des sortes de lampadaires qui d'ailleurs ils sont vachement penchés. Ça donne une sensation où t'as des lignes invisibles qui pointent vers une direction. Et les tanks qui font l'autre ligne. Enfin eux ils sont dirigés vers le centre, mais plus vers la moto. Et en même temps t'as le bout de papier là qui vient justement rediriger vers le père. En fait ouais ça centralise, ça focalise. Ouais, je trouve c'est cool. Comme je parlais tout à l'heure de cadre dans le cadre, et ça c'est des techniques souvent utilisées au cinéma et même dans la BD. C'est que tu utilises le premier plan pour cadrer, pour focus sur ce qui est important en fait. Spielberg il aime bien faire ça. Et justement les éléments de décor là, et bien en fait tout ça je le résume dans la page suivante. Planche full décor. Tout ce que j'avais installé comme décor ici, je la résume presque en une grande image et 2-3 cases pour mettre un peu de détails ou de zoom sur une partie de la ville. Et ça c'est une planche qui, une fois finie avec les textes, a de la musique dedans. Parce qu'en fait chaque morceau de musique représente un personnage et une ambiance. D'accord. Et ça représente un caractère du personnage. Et donc là par exemple c'est... Par exemple Lance qui chante la chanson Pretty Woman. Voilà c'est ça, Oh Pretty Woman, single sorti en 1964, écrite et composée par Roy Orbison et Billy Dees. Et en fait en plus c'est la chanson utilisée dans le film Pretty Woman avec Julia Roberts et l'autre acteur beau gosse de l'époque. Donc ça c'est une planche que t'aimes beaucoup? Ouais, et déjà ça représente un décor, ça représente l'ambiance. Et en même temps, t'introduis un personnage qui chante la chanson Pretty Woman. Donc on a une petite introduction de son caractère. En fait, dès la première planche, on connaît tout de suite son caractère. Pretty Woman, c'est une chanson un peu américaine, c'est un peu le rêve américain. Ouais. Et le film Pretty Woman, c'est vraiment
Si tu connais l'histoire, c'est un gars qui achète des fringues à une fille, enfin qui l'entretient quoi. Ouais, je vois. Et ben, il y a un côté un peu conte de... En fait, c'est une sorte de Cendrillon, mais revisité en temps moderne. Donc, moi, je trouvais que c'était bien pour représenter ce personnage-là. Parce que lui, c'est quelqu'un qui rêve de beaucoup, qui cherche à s'extirper de sa condition De soldat. de soldat. Et en même temps, il est en premier plan, mais plus discret. Et en même temps, t'as Fée et Cœur qui passent derrière. D'ailleurs, cette partie-là, elle est tramée, donc il passe dans le noir, il est ombré. Du coup, il est au premier plan, mais il n'est pas important au départ, parce qu'en fait, on se concentre sur les deux personnages principaux. C'est beaucoup de travail, une planche de décor comme ça. Bon, ouais. C'est toujours beaucoup de travail. Ouais, c'est toujours beaucoup, beaucoup de travail. Surtout, Et est-ce qu'on a encore plus de travail quand on fait les trames à la main? ça dépend. Je fais pas tout des trames à la main, mais celle-là, j'en étais particulièrement fier, parce que bah, déjà, c'est la première fois que j'en faisais. Et c'est une bonne Et- sensation? Ouais, c'est détendant. C'est super cool de voir, pas que sur l'ordi, mais vraiment sur la planche en vrai, de voir des vraies trames Ouais. et de voir les vrais niveaux de grille s'appliquer. Et donc ça sera sur le tome qui sera sorti, qui va sortir par Ankama. Oui, et ouais, j'aimais beaucoup cette planche parce qu'elle est vraiment. Elle est hyper simple. Elle est un peu contemplatif, Elle est hyper simple, t'as envie de contempler la mer avec l'autre fille. c'est calme. Et voilà, il y a juste, pareil, il y a juste une idée, c'est juste, tu contemples avec l'héroïne. L'héroïne, elle contemple, et déjà, quand on voit son dos, il y a un sentiment de tristesse, et on voit son visage ici, on se dit, ouais, ok, Elle est tourmentée. c'est le même thème, c'est dans la thème de la mélancolie. C'est pour ça que j'essaye de dire, en fait, je pense qu'une page, ça doit avoir toujours un sens, mais pas forcément. Faut pas mettre tout en une. Genre, t'as une planche. Ok, il y a du décor, mais ça veut juste Une idée principale par représenter page. un sentiment. Pareil D'accord. pour celui-là, ça veut faire passer une information. Là, il y a un sentiment de découverte, un sentiment d'introduction, et là, c'est vraiment un sentiment de vide presque, puisqu'il y a presque rien en fait. Et là, elle écouterait quoi comme musique? Stairway to Heaven Stairway to Heaven? de Led Zeppelin. C'est une musique qui a l'air, qui est un peu triste aussi. Ok. Et en plus, ça va dans le titre. Je vais encore te poser une ou deux questions. Oui. Pourquoi tu t'es lancé dans la BD et pourquoi tu t'es lancé pour de bon dans la BD et qu'est-ce qui te motive à faire la même chose tous les jours et à tenir ce rythme qu'on peut voir dans ces vidéos où tu te lèves, tu commences par dessiner et tu te couches en dessinant? Qu'est-ce qui me motive? Ouais. Et aussi, qu'est-ce qui t'a fait passer un cap? Parce que tu m'as dit que quand tu étais au lycée, la BD, tu t'en sentais pas capable, t'avais même pas pu prendre le cours d'art plastique. Et qu'est-ce qui a changé depuis? Bah, je pense que ça doit être le manque de confiance. Il y a le fait que je faisais mes BD, mais je sentais qu'il n'y avait pas il y avait pas ce côté pro. Enfin, que j'avais pas suffisamment de volonté pour pouvoir y arriver. Ah ouais? Tu penses que t'avais pas de volonté sur... Ouais, je pensais que, je pense que j'étais plus pessimiste à un moment donné. Je me disais que j'allais passer, faire des études normales d'ingénieur, suivre les pas de mes frères et faire un truc à mon niveau, quoi. Et qu'est-ce qui a changé? C'est une bonne question. Je me souviens qu'au lycée, j'avais un ami à qui j'en parlais et il me disait que, bah non, pourquoi tu veux faire des études d'ingénieur? Je veux dire, t'es peut-être pas le meilleur dessinateur du monde, mais tu fais que ça, c'est... Ouais, ça serait idiot de faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas. Du coup, ça m'a fait un peu réfléchir et peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi sérieusement à vouloir en faire du dessin. Et puis après, une fois que j'y ai réfléchi, je pense qu'un matin, je me suis levé. J'ai dit à mes parents que je voulais faire de la BD. Et ils ont dit quoi? Ils étaient surpris, parce que je crois que c'est la première fois que j'exprimais un truc de ma propre volonté en fait. Enfin, un truc, une vraie envie. Mais ils n'étaient pas totalement contre. Mais comme c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude dans la famille, je pense que c'est plus une peur de savoir comment on fait déjà pour s'orienter là-dedans et c'est quoi les débouchés.
Et ils se doutaient pas de cette volonté, tes parents, quand ils te voyaient dessiner tout le temps? Bah en vrai, je pense que si. Mais bah, comme tous les enfants dans notre famille, enfin les frères et sœurs, ils dessinaient un peu avant et après ils ont arrêté. Et ils sont fiers de toi aujourd'hui, tes parents? Ils Oui, aiment je bien pense. ce que tu fais? Bah ouais. Bah après, ils comprennent pas trop, ils lisent pas de manga. Je veux dire, mon père, après Tintin, il n'y a pas grand chose quoi. Donc ils comprennent pas forcément, mais en tout cas, je pense qu'ils sont dans le soutien. Et toi, tu te vois faire ça toute ta vie? Ben oui, totalement. Et si on devait pousser un cran supérieur, ça serait quoi le rêve de Toan? Le rêve, l'adaptation cinéma animé, faire vraiment réalisateur. T'aimerais travailler sur Ça sur serait la réalisation d'un animé? En Ça faisant un serait storyboard? ça serait vraiment chouette. Mais c'est beaucoup de taf. C'est beaucoup Et de il faudrait avoir vraiment des capacités de leader. C'est pas quelque chose qui me fait peur, mais je pense qu'il faut avoir une autre volonté. C'est de réussir à, peut-être pas imposer ses idées, mais d'accompagner les gens pour qu'ils puissent de les accompagner dans ton idée. De les emmener avec toi? C'est ça. Il faut que les emmener, à mon avis. Et j'avais un prof d'art graphique que j'aimais pas trop, mais il avait dit un truc qui était intéressant aussi. Il avait parlé de la chapelle Sixtine. Il a dit, bah en fait, le projet qu'il a vendu au pape, de peindre des hommes tout nus dans son église, le lieu sacré. Et quand tu y réfléchis, tu te dis, ah oui, c'est vrai. Tu te dis, en fait, Tu peux tout vendre. tu vois, tu peux tout vendre, mais faut réussir à emmener les gens avec toi. Ouais. Même les plus réticents, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que pour moi, c'est un peu comme ça qu'il faut travailler en édition et dans les livres aussi. C'est l'éditeur, tu le convaincs du projet, et en même temps, oui, il faut être sûr de ton projet, mais en même temps, tu De ce réussisses projet. à l'emmener là-dedans. Et si tu fais ça, je pense que c'est vraiment... je sais pas si le projet aura du succès ou pas, mais je pense que c'est bien parti. Ouais. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un très bon facteur. Mais là encore, je peux rien dire parce qu'il n'est pas encore sorti. Et si t'as ce fameux film d'animation, ça serait quoi le style? Alors, le style, vraiment, je vais dire vraiment les studios qui me font plaisir, c'est les studios 4C, comme Les Enfants de la Mer ou Tekken King Crit. Et ouais, un style vraiment d'animation très léché au niveau des décors et tout. Ça, c'est vraiment. D'ailleurs, le livre, je ne l'ai pas ici, mais le livre, le artbook de Tekken King Crit, d'Amer Béton, il est incroyable. Ah ouais. C'est vraiment. Les images, elles sont sublimes. C'est des touches, c'est des peintures. Enfin, chaque plan, c'est des peintures, c'est incroyable. Trop stylé. Et du coup, on peut te souhaiter quoi pour la suite? Que le manga soit bien. Enfin, Et rencontre un public? que le manga rencontre un bon public. Et puis surtout, qu'il ait du succès, j'espère, pour pouvoir avoir la vraie fin que j'ai promis dans le prototype. T'es signé pour 5 tomes? Oui, Clap de fin? C'est parti. 3, 2, 1, clap de fin. clap de fin et début Trop bien. du film.